messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Poussière d'étoiles. Et oui, évidemment, il se produit beaucoup de phénomènes astronomiques dans le ciel. Et pour nous en parler, nous avons comme invité, en fait, c'est M. Jacques Turcotte, qui est astronome de la région de Beaupré au Québec. Alors Jacques, bienvenue à Poussière d'étoiles encore une fois. Bonjour Patrick. Oui, bon, justement, il va se produire au cours des prochaines semaines, soit le 15 mai prochain, 2003, le phénomène d'une éclipse de lune. Mais avant de parler du phénomène, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le phénomène des éclipses? Bon, Patrick, il faut comprendre qu'une éclipse, c'est tout simplement, comme on parle de l'éclipse lunaire, c'est que à un moment donné, la Lune va passer dans l'ombre de la Terre. Pour ça, il faut que le Soleil, la Terre et la Lune soient alignés sur le même axe. D'accord. Et lorsque la Lune se déplace, parce qu'on sait que la Lune se déplace dans le ciel, à un moment donné, elle va passer dans l'ombre de la Terre. Et c'est ce qui crée le phénomène de l'éclipse. D'accord. Autrement dit, c'est parce qu'il y a une différence. Il y a deux sortes d'éclipses qui existent. Il y a les éclipses de lune et les éclipses du soleil. Alors, le phénomène qu'on va voir prochainement, c'est une éclipse de lune. Alors, de lune. Voilà. Alors, Jacques, c'est quoi les conditions idéales pour provoquer une éclipse de lune, pour qu'on puisse observer une éclipse de lune? OK, Patrick. Pour observer une éclipse de lune, naturellement, comme je disais tout à l'heure, le Soleil, la Terre et la Lune vont être alignés sur le même axe. Alignés parfaitement. Voilà. Parfaitement sur le même axe. OK. Lorsque ces conditions-là sont réunies, là, on peut voir justement une éclipse lunaire. Maintenant, selon l'alignement, la qualité de l'alignement, si on peut appeler ça comme ça, on va avoir une éclipse totale, partielle ou une éclipse de pénombre. OK. Puis l'événement prochain qui va se produire, c'est une éclipse totale de lune. C'est une éclipse totale de lune. Voilà. Donc, la Lune en entier va passer dans le cône d'ombre de la Terre. Pour ça, il faut comprendre, Patrick, que l'orbite de la Lune par rapport à l'orbite terrestre est inclinée de 5 degrés, environ, à peu près, 5 degrés. Ce qui fait qu'à un moment donné... Autrement dit, l'orbite de la Terre, c'est la trajectoire de la Terre alentour du Soleil. Alentour du Soleil. Et la Lune, OK. Et si on peut prendre comme exemple la table, par exemple, qui est le plan de l'orbite terrestre, la Lune, par rapport au plan de cette table-là, est inclinée d'environ 5 degrés. D'accord, c'est pas tout à fait sur le même axe, c'est pas tout à fait aligné. C'est pas tout à fait aligné. Un petit peu décalé. Et ce qui arrive, c'est que la Lune... tourne alentour de la Terre. Tourne alentour de la Terre. Le long de son périple, à un moment donné, va croiser l'orbite terrestre. Et c'est à ce point de jonction-là qu'on appelle le nœud, c'est là que se produisent les éclipses. Ah, fait que se produit une éclipse de lune, puis c'est là qu'on va pouvoir observer C'est là qu'on va pouvoir observer le phénomène là, le 15 de mai prochain. OK. Ça a lieu quand, ça, déjà? C'est le 15 mai, vous avez mentionné à 10 h le soir. Ça commence à 10 h, on commence à voir l'ombre de la Terre sur la Lune à ce moment-là? Ou... On ne verra pas l'ombre de la Terre sur la Lune. Aux alentours de 10 h, la Lune va commencer à pénétrer dans la pénombre. Ce qu'on appelle, il y a une partie beaucoup plus... le cône d'ombre de la Terre, juste un peu à l'extérieur, en périphérie du cône d'ombre de la Terre, il y a une région qu'on appelle la pénombre. La Lune va commencer à passer dans ça. Alors, ce qu'on va voir comme phénomène, c'est qu'un léger assombrissement de la Lune, tout simplement, là, à cette étape-là. Et plusieurs minutes plus tard, là, la Lune va pénétrer directement dans le cône d'ombre de la Terre. D'accord. Et c'est là qu'on va apercevoir là, des croissants au fur et à mesure que la Lune va se déplacer. On va avoir un croissant beaucoup plus sombre visible là, à la surface de la Lune. Évidemment, c'est sûr que si le temps le permet, s'il n'y a pas de nuages, bien sûr. S'il n'y a pas de nuages. Et voilà. Alors, j'imagine que c'est un phénomène qui est visible, bon, sans jumelles, sans télescope, veut dire on peut facilement voir ce phénomène à l'œil nu. Alors, tous les gens, bon, monsieur, madame, tout le monde, situé un petit peu, soit en ville ou en campagne, peuvent observer le phénomène, par exemple. Veut dire c'est quelque chose qui est très, très accessible à tous. C'est accessible à tous. La seule différence, c'est que les gens en campagne vont être privilégiés par le fait que lorsque on va être à l'étape totale de l'éclipse, le fond du ciel va nous paraître plus sombre. Donc, il y a certaines étoiles qu'on ne voyait pas avant on va probablement les apercevoir. En ville, c'est sûr que ce phénomène-là va être un peu plus ténu. Probablement que les gens s'en apercevront pas. Mais à la campagne ou dans des endroits sombres, on va voir apparaître, par exemple, des étoiles qui n'étaient pas là quelques minutes avant. Bon, évidemment, j'imagine qu'il y a une activité spéciale organisée sur la côte de Beaupré à l'effet de l'éclipse de lune. Alors, j'imagine que, bon, c'est sûr qu'on invite tous les gens à venir nous rencontrer le soir du 15 mai.
Alors, j'imagine qu'il va y avoir des télescopes. Est-ce qu'il va y avoir des équipements? Est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes comme toi, Jacques, avec leur télescope, qui vont être présents sur place pour montrer le phénomène à tous les gens qui veulent s'y intéresser? Oui, oui. Naturellement, on veut essayer d'organiser. Il y a des gens avec leur télescope. Moi, j'y serai avec mon télescope. On va essayer de réunir le plus grand nombre de personnes possible pour pouvoir montrer ça aux gens. Naturellement, les gens, on peut observer l'éclipse à l'œil nu, aux jumelles, avec un simple télescope. On n'a pas besoin d'avoir un télescope puissant. C'est pas l'objet ou le phénomène là, qui demande d'avoir un télescope puissant. Là. Juste une simple lunette, une paire de jumelles, on peut facilement là, savourer, là, si on veut, là, le phénomène. Puis j'imagine que quand on observe le phénomène, est-ce qu'il y a des couleurs qui apparaissent? Parce que moi, j'ai entendu parler à un certain moment donné que quand on observe une éclipse lunaire, c'est que la Lune devient orangée, je crois, au début de l'éclipse. Est-ce que ça va être le cas le 15 mai? C'est variable d'une éclipse à l'autre. Et ça dépend. Ce phénomène-là se produit quand le soleil, les rayons du soleil passent dans les couches de l'atmosphère terrestre et les rayons sont réfractés vers la Lune. Alors, selon pas la turbulence, mais la qualité du ciel ou les poussières, les conditions atmosphériques, ça va faire que la Lune va paraître plus ou moins orangée. Elle peut venir même virer là, orangée, là, très rouille, là, si on veut, là, très foncée. J'ai lu quelque part à un moment donné qu'on me disait que la Lune elle pouvait presque, pas disparaître, mais devenir très, très peu brillante là, à ce moment-là. OK, ça dit, puis là passe, autrement dit, le moment crucial de l'éclipse de Lune, lorsque le cône d'ombre de la Terre va masquer la Lune, est-ce que la Lune va disparaître à ce moment-là ou si on va voir encore un petit peu quelques filaments, quelques lumières qui vont transparaître? Elle ne disparaîtra pas, mais sauf que la couleur va changer radicalement. Là. On le souhaite parce que c'est ce qui fait la beauté du phénomène, là, que ça devienne orangé. Puis, ça, c'est vers quelle heure environ que ça va se produire, ce moment-là? De mémoire, aux alentours de minuit, si ma mémoire est bonne. C'est un phénomène qui dure plusieurs minutes, même quelques heures. Cette éclipse-là va durer au total 3h14 minutes, très précisément. Et le moment où elle va être complètement dans l'ombre de la Terre, ça va durer 52 minutes. Ça, qu'on soit situé sur la côte de Beaupré, à Québec, Montréal ou n'importe où au Québec, visible, on peut l'observer. Oui, c'est visible sur la partie, comme c'est visible seulement que la nuit, il y a toute la partie du globe qui est dans l'ombre. À nos latitudes. À la grandeur du globe. Partout sur Terre. Oui, partout sur Terre, où le globe va être masqué, côté nuit, si on veut, c'est visible. Mais à des heures différentes, naturellement, là, selon l'endroit, la position. Donc, partout en Amérique du Nord, ça va être visible? Oui, à l'est, là, ici, il n'y a aucun problème si on n'a pas de nuages, naturellement. Fait qu'en Europe, c'est pas la même chose parce que c'est pas la même... Ça va se produire aussi en Europe, mais sauf que c'est dans le temps que ça va être décalé. Ah, OK. Je pense que c'est 6 heures de décalage. C'est ça. Puis, c'est pas juste au niveau du décalage, mais au niveau... nous, ça va commencer quand la Lune va être quand même assez basse sous l'horizon. En Europe, ça va être différent. Mais c'est un phénomène qui est très intéressant à observer. Peut-être même que ce sera l'occasion de peut-être partir un club d'astronomie de la Côte de Beaupré, qui sait? Pourquoi pas? Ben oui, parce que justement, ça va attirer beaucoup de gens qui sont passionnés comme toi, Jacques, et d'autres astronomes amateurs qui voudraient partager leur passion avec différentes personnes ici même sur la Côte de Beaupré. Parce que lors de cet événement-là, c'est sûr qu'un peu partout dans la région de Québec, il y a des événements qui vont se produire, des conférences qui vont être données. Mais ici, sur la Côte de Beaupré, ça va être quand même particulier parce qu'il n'y a jamais eu d'événement d'organiser au niveau du public en général. C'est ça. C'est une bonne occasion. C'est la première fois là, qu'on va permettre, où on va inviter les gens à venir observer avec nous, à venir savourer, si on veut, ce petit bout là, de phénomène là, particulier qui est une éclipse lunaire. Il faut que je te dise en passant qu'il y a en moyenne 2 éclipses par année. Oui, parce que ça se produit quand même. On dit que ça se produit plusieurs fois par année, apparemment. Oui, ça peut aller même jusqu'à 5 fois. Il y a eu des années où on a eu 5 éclipses. Naturellement, elles ne sont pas toujours visibles du même endroit sur la planète, mais... Puis s'il fait beau, évidemment. S'il fait beau, évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui vit au Québec. Voilà. Mais il faut rappeler que le 15 de mai prochain, il y en a une. Il y en aura une autre le 8 novembre, l'automne prochain. Encore une éclipse totale de Lune qui devrait durer seulement 22 minutes. La Lune va être dans le cône de la Terre seulement que 22 minutes, comparativement à 52 minutes là, au mois de mai. OK. Autrement dit, si on comprend bien, c'est que lors de l'événement du 15 mai prochain, c'est que l'ombre de la Terre qui va être projetée sur la Lune, OK, ça va durer plus longtemps. Ça va durer 52 minutes. Fait que la Lune va être masquée pendant... Parce que le cône d'ombre est beaucoup plus large que la Lune, si on comprend bien.
Le cône d'ombre est beaucoup plus large que la Lune. Et ce qui fait la durée, c'est que c'est l'alignement Soleil-Terre-Lune. Au mois de novembre, le Soleil va être légèrement décalé par rapport à l'alignement Terre-Lune, ce qui va faire que la Lune va durer, le passage de la Lune dans l'ombre de la Terre va durer moins longtemps. Mais l'éclipse totale sera plus longue. Elle va être de 3h30 en tout. Mais le passage dans le cône d'ombre de la Terre va être que de 22 minutes. Mais quand même, ça va être une éclipse totale, ça va être visible encore ici, là, et probablement que si le temps le permet, on sera sur le terrain pour photographier ou montrer aux gens là, encore la beauté du phénomène. Alors, on peut peut-être laisser les coordonnées aux gens qui s'intéressent à l'astronomie ou qui aimeraient en découvrir davantage ou qui aimeraient s'initier aux éclipses de lune et à tous les phénomènes astronomiques. Alors, les gens peuvent écrire, je pense, à ton adresse électronique via Internet. Oui, via Internet. Là, voilà. C'est là qu'on prendra les coordonnées, où on essaiera de répondre aux gens et ça sera mentionné là, au bas de l'écran. Oui. Alors, merci beaucoup, Jacques, d'avoir participé à l'émission. Ça me fait plaisir, Patrick. Et on se verra au cours des prochaines chroniques. Très bien. Alors, toujours dans le phénomène des éclipses, nous avons notre second invité, qui est M. Claude Fortin, qui est astronome amateur de la région de Beaupré au Québec. Alors, Claude, bienvenue à l'émission. Salut, Patrick. Alors, au cours des précédentes minutes, nous avons eu l'occasion de parler avec Jacques Turcotte sur le phénomène des éclipses lunaires. Alors, toi, tu vas nous parler du phénomène des éclipses solaires, parce que c'est bon de voir un petit peu les deux, parce qu'il faut apprendre un peu à se démêler avec tout ça, là. Alors, ce que tu peux expliquer pour les gens qui nous écoutent, l'explication du phénomène des éclipses solaires. OK. Bon, les éclipses solaires, pour commencer, sont pas mal moins courantes que les éclipses lunaires dont on a parlé tout à l'heure. Une éclipse solaire, c'est très simple. J'ai ici un globe terrestre pour vous montrer un peu le phénomène des éclipses. OK, puis ici, on a une lune ici, pas nécessairement à l'échelle, mais quand même, c'est ça. L'Amérique du Nord en face. Ça donne un exemple. OK. Alors, la Lune passe tout simplement devant la Terre et elle nous cache du Soleil. OK, on voit ici une zone d'ombre, ici, sur le globe. C'est ça. Ça peut être total, ça peut être partiel, ça peut être annulaire. Il y a différentes sortes d'éclipses. OK, parce que ce qu'on peut voir ici, c'est très local, parce que contrairement à une éclipse de lune, c'est quand même à l'échelle globale, on peut le voir un peu partout sur Terre. C'est ça. Tandis que l'éclipse du Soleil, c'est différent, c'est très localisé. C'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait un alignement parfait entre nous, notre position sur la Terre, la Lune et le Soleil. Si l'alignement est parfait, on a une éclipse. D'accord. Si elle est plus ou moins parfaite, on a une éclipse partielle, qui peut être à différents pourcentages. OK. Donc, la différence entre les deux, c'est que, parce qu'à un moment donné, la Lune, on parlait d'un phénomène que j'ai déjà entendu parler, le phénomène d'éclipse annulaire, c'est parce que la Lune n'est pas nécessairement à la même distance par rapport au globe terrestre. C'est bien ça. Si la Lune est à son maximum, elle est le plus loin. C'est le plus éloigné de la Terre comme ça. C'est à son apogée. Le diamètre apparent de la Lune est plus petit que le diamètre apparent du Soleil. Donc, ça fait... Quand la Lune est bien centrée que le Soleil, on voit un anneau autour. Ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Annulaire. De toute façon, on voit à l'écran des exemples. Là. C'est ça. Fait qu'elle est tout le temps, le Soleil est tout le temps apparent, mais le tour seulement. D'accord. Si la Lune est plus proche, de la Terre, son diamètre apparent devient plus grand que le diamètre apparent du Soleil et elle cache complètement le Soleil. Ah là, c'est une éclipse totale. Totale de Soleil. Et à ce moment-là, il fait très noir. OK. D'accord. Ça peut durer quelques minutes. Une éclipse totale, 2-3 minutes. Une éclipse partielle qui vient avant et qui vient après, ça peut durer jusqu'à 3 à 4 heures. Okay. Ah, contrairement à l'éclipse de lune, c'est un phénomène qui dure beaucoup moins longtemps, finalement. C'est ça. Tandis que l'éclipse du soleil, ça dure quelques minutes. L'éclipse totale dure quelques minutes. Vraiment cachée complètement. Mais avant et après, il y a une partie partielle qui, elle, quand même est longue. Mais l'éclipse totale, c'est quelques minutes. C'est ça. Parce qu'une éclipse, une éclipse partielle, comme on a eu à Beaupré en 94, c'est au mois de mai 94. Mai 94, OK. Voilà. Le début, le premier contact a eu lieu à 11h52, puis elle a terminé à 15h04. Oui, c'était un beau phénomène. Elle a toujours été partielle, là. On n'a pas eu d'éclipse totale ici. Fait qu'on voyait un croissant du Soleil, qui était plus ou moins marqué. Ça, c'était une éclipse partielle. C'est ça, ici. Mais c'était quand même une belle éclipse partielle qu'on a eue ici. Mais par contre, j'avais entendu parler que c'était une éclipse annulaire. En certaines régions du globe, c'était... Oui. C'est annulaire parce que c'est bien ça. Comme on parlait, parce que ces gens-là, sur le globe, étaient parfaitement alignés avec la Lune et le Soleil. C'était dans quelle région du globe, je crois, qui était... Je pense que c'était plus au sud, je pense. Peut-être.
Mais au Québec, mais ici, quand même, on l'avait cette année quand même à 80 %. D'accord. C'est quand même très, très intéressant comme éclipse. Bon, c'est sûr que, comme tout phénomène des éclipses, c'est possible de les observer, comme l'éclipse de lune, par exemple. C'est très simple, on sort à l'extérieur, c'est qu'on voit le phénomène durant la nuit. Évidemment, l'éclipse solaire, ça a lieu durant le jour. Mais évidemment, c'est pas la même chose parce que ça prend des moyens de précaution pour protéger sa vue, parce que ça représente quand même certains dangers pour la vue. On peut se brûler la rétine de l'œil. C'est ça. Fait qu'il existe des moyens pour se protéger. C'est ça. Puis il faut faire attention, la rétine de l'œil, la rétine au fond de l'œil est insensible à la douleur. Fait qu'il faut pas attendre, on peut pas se dire si ça fait mal, je vais fermer les yeux. La rétine au fond de l'œil est insensible à la douleur. On sait rien. Ça peut être trop tard. Et voilà. Si on ferme les yeux, ça peut être trop tard, ça peut être déjà brûlé. Les dommages sont déjà faits. Quand on sent une douleur, c'est plutôt l'iris qui essaie de fermer. De se fermer, elle est fermée déjà à son maximum, mais elle essaie de fermer encore plus. Ça fait une douleur. C'est à ce moment-là qu'on ferme les yeux. Mais la rétine au fond de l'œil, elle est indolore. Si elle est brûlée, il est trop tard. Alors, quels sont les moyens pour se protéger la vue, pour l'observer? Il y a des filtres. Les plus simples, c'est une pellicule de Miller qu'ils appellent. Ce petit filtre-là, c'est un filtre qui avait été fait pour l'éclipse de 94. C'est une feuille de Miller qui est à l'intérieur. Ça coupe très bien les rayons, ça coupe 1 millionième de la luminosité du soleil. Ça coupe complètement les infrarouges. Si on tient ça devant les yeux, c'est très sécuritaire. On voit très bien le soleil, puis on voit le croissant se former lentement. Ça, c'est très, très sécuritaire. Il n'y a pas de danger de se brûler la rétine de l'œil. Il y a peut-être d'autres moyens qui existent. Oui, c'est ça. Justement, la feuille de Miller que là-dedans, elle se vend en feuille ici de 8,5 par 11 à peu près. Ça se vend à peu près entre 15 et 20 $. Ça, on peut l'adapter, on peut se faire un support. Fabriquer nous-mêmes. C'est ça, on peut se fabriquer un support, l'insérer à l'intérieur, au diamètre de notre télescope. Ou en faire deux pour mettre sur une paire de jumelles. De toute façon, c'est ça, c'est comme un genre de. On peut avoir une forme circulaire avec un filtre à l'intérieur. C'est encore extrêmement sécuritaire. Il y a d'autres filtres qui ressemblent un peu à une feuille de Miller, mais c'est une feuille, c'est plus... il appelle ça un filtre Bader. C'est une feuille, la feuille à l'intérieur ressemble à l'autre, mais c'est pas du Miller, c'est un autre matériel, qui est beaucoup plus supérieur et plus cher. Une feuille comme ça, c'est 40 $. Ah oui? Mais c'est encore fabrication maison. Vous voyez. Évidemment, ça se met à l'embouchure d'un télescope. C'est ça. Ça, c'est pour aller sur un télescope de 8 pouces d'ouverture. Fait que si lui est adapté pour ton télescope. Si on a un 5 pouces, un 4 pouces, il faut vraiment qu'il soit très juste, qu'il soit fait juste pour le télescope. Maintenant... Il y a peut-être une autre chose qu'il y en a qui utilisent, c'est les verres de masque de soudeur. Ah, ben oui, les masques ça peut de se faire, ça, oui. mais il faut vraiment prendre l'indice maximal. Il y a plusieurs indices là-dedans, il faut prendre l'indice 14. Puis ça, c'est une chose qui fait aussi. D'accord. Maintenant, si on parle un peu du phénomène des éclipses solaires, est-ce qu'il y a des éclipses qui vont être visibles au Québec prochainement? Prochainement, la prochaine est en l'an 2012, en mai 2012. 2012, moi je ne sais pas. Oui, c'est dans quelques années, là, ça. Mais c'est une éclipse qui va être à 50 % à peu près. Ça, c'est au Québec, là? C'est au Québec, la région de Québec, au de Beaupré, là, tout ici, on va l'avoir, mais c'est une éclipse partielle à 50 %. Fait que, à partir de 50 % on commence à percevoir une baisse de luminosité. Mais c'est juste là, sur le point. En bas de ça, des éclipses à 25 %, 30 % on peut pas s'en rendre compte. Donc, on voit une espèce de croissant de soleil qui est masqué à 50 %. À 50 %. Il reste encore 50 % du soleil qui est clair. Ça fait une baisse, mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Bon, puis les prochaines totales, j'imagine, c'est dans plusieurs années aussi. Oui, on a des ultra intéressantes. Le 8 avril 2024. Pour les jeunes, là. Peut-être qu'ils vont être là. Mais c'est pas une totale encore. Pour nous autres, elle ne sera pas totale. Elle va être partielle, mais partielle à 84 %. Donc, c'est quand même très intéressant. Et si on va plus loin, encore pour ceux qui sont encore plus jeunes, le 11 juin 2048. Ceux-ci ne sont pas encore nés, finalement. Oui, si on a une éclipse à 94 %. C'est tout près d'être total. Ça serait une éclipse très intéressante. Malheureusement, je ne serai pas là. On ne sera pas ici pour l'observer, mesdames, messieurs, mais par contre, si on a les moyens de se déplacer un peu partout dans certaines régions du globe, on aura la chance de l'observer parce qu'au Mexique, ça veut dire, il y a des associations, des clubs d'astronomie qui s'organisent, justement, qui font des voyages organisés, qui peuvent l'observer, qui partent en expédition pour observer des éclipses solaires. Fait que ça vient quand même intéressant. Justement, en 2003, il y en a deux intéressantes. Il y a une éclipse annulaire, le 31 mai 2003. Mais c'est en Écosse.
Alors, c'est un peu, mais c'est une éclipse annulaire. Ou l'autre solution, c'est d'aller via Internet, parce qu'il y a des sites qui diffusent ça en direct, c'est quand même intéressant. Bon, ici, si on peut voir, on voit quand même des images. Quand on observe le Soleil, par exemple, parce qu'il n'y a pas juste le phénomène des éclipses solaires qui est intéressant à observer pour les astronomes amateurs. Si on peut faire un bref aperçu, on voit des espèces de taches sombres apparaître à la surface du Soleil. Fait que, il y a un intérêt, je pense, qu'on peut voir. Les taches sombres, justement, ça présente un certain intérêt pour l'astronomie amateur aussi. C'est ça. Justement, si quelqu'un s'achète des filtres spéciaux pour observer le Soleil ou de l'équipement, un télescope, puis qu'il se dit, il y a des éclipses solaires, il y en a tellement peu que ça ne vaut pas la peine, bien, il y a quand même d'autres choses à faire avec ça. On peut observer le Soleil en tout temps pour observer les taches qui se forment à la surface du Soleil. Ah, ça, c'est intéressant parce que dans une chronique... c'est la chose intéressante à observer. Là. Les taches qui se forment, qui se déplacent, ça, c'est des parties froides sur le Soleil. Parce que dans une autre... C'est-à-dire plus froides, relativement. C'est en relation avec ça, des zones plus froides. Ouais, parce que dans une autre émission, il y avait Claude Boivin qui parle. Il y a Claude Boivin qui parle justement du phénomène des aurores boréales. Alors, c'est un phénomène qui est engendré par ce qu'on appelle les vents solaires. Ce sont des tempêtes magnétiques. Fait que ça provient justement des taches solaires. C'est ça. Puis on les voit au fil des jours se former, grossir, se déplacer, se grouper, se dégrouper. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on appelle, il y a des zones claires autour du Soleil. Il y en a au centre, mais sont moins faciles à observer. Autour, c'est ce qu'on appelle des facules. C'est des zones très claires. Qui sont c'est le début, normalement, lorsqu'il y a des zones claires, dans quelques jours, il va y avoir des taches solaires. C'est la formation de taches solaires. C'est ça, c'est des cycles. Ça, c'est des choses qu'on peut observer, qu'on peut photographier avec l'aide d'un filtre, des filtres spéciaux. Filtres spéciaux, comme on l'a vu précédemment. Ça, c'est en tout temps. Bon, là, je vais poser une question peut-être un peu plus spéciale. C'est que, bon, ici, on parle du phénomène des éclipses. Bon, quand on dit la Lune a certains effets sur l'environnement, par exemple, sur l'effet des marées, sur les femmes enceintes, bon, etc. Est-ce que les éclipses solaires ont certains effets aussi sur l'environnement? Sur l'environnement, je ne croirais pas. C'est plutôt sur les êtres humains, sur les animaux. Eux autres, ils ressentent quelque chose. Souvent, les animaux, les chiens se mettent à japper, les coqs peuvent chanter quand l'éclipse est terminée, les oiseaux arrêtent de chanter, des choses comme ça. Là. Il paraît que même les insectes sont influencés. Il paraît que les abeilles, au moment de l'éclipse, quand l'éclipse totale arrive, les abeilles retournent à la ruche pour revenir après. Et puis il semblerait que même que les fourmis, quand il y a une éclipse totale, ils laissent tomber leur charge, puis ils reviennent après l'éclipse les reprendre. Si c'est vrai, je ne sais pas. Il semblerait que les insectes. Et pour les humains, nous autres aussi, nous autres, même si on comprend le phénomène des éclipses, lors d'une éclipse totale, il y a une légère angoisse qui se forme. C'est normal, on n'est pas habitué à ça. Puis quand l'éclipse se termine, on a un soulagement. Même si on comprend très bien, on sait que c'est rien de dangereux dans une éclipse. Parce que maintenant, c'est connu. Ça fait penser un petit peu, si on fait un parallèle avec d'autres croyances populaires qui ont déjà été émises dans le public, c'est qu'on associait souvent le phénomène des éclipses comme étant des mauvais présages, un peu comme le passage des comètes. Fait que j'imagine que lorsque l'astronomie n'était pas aussi connue comme aujourd'hui, n'était pas aussi développée, c'est qu'on associait le phénomène des éclipses avec des phénomènes mystérieux, des présages, j'imagine que c'est ça. Ils ne comprenaient pas, les hommes de cette époque-là ne comprenaient pas le phénomène, fait qu'ils accordaient toutes sortes de pouvoirs. Il y avait certains effets sur les êtres humains ou certains êtres animés. Alors on associait ce phénomène-là comme étant un mauvais présage, où on avait une espèce de panique collective, mais c'est sûr, avec l'astronomie aujourd'hui, on explique différentes choses par la science. C'est ça, exactement ça. Toujours dans le cadre de l'émission sur les éclipses avec Claude Fortin. Alors Claude va nous faire une démonstration de manipulation d'un filtre solaire parce que tout à l'heure, tu nous as expliqué pour les gens qui nous écoutent qu'on peut utiliser un filtre solaire sur un télescope. Alors nous sommes présentement avec ton instrument d'observation et peut-être nous faire une démonstration comment est-ce qu'on utilise un filtre solaire. OK. Alors le fil doit être installé directement à l'ouverture du télescope. Voilà. Il faut qu'il ferme complètement l'ouverture, il ne faut pas qu'il y ait aucune lumière qui rentre. OK. Ça, c'est un fil qui fit directement, qui est adapté pour ce type de télescope-là de 8 pouces. Fait que c'est très sécuritaire, il n'y a pas de danger de se brûler la rétine de l'œil. C'est ça, puis il faut qu'il soit assez serré pour pas qu'il parte au vent. Voilà. Souvent, si vous regardez des revues, des choses comme ça, des magasins, vous allez voir qu'il y en a qui mettent des rubans gommés, des choses comme ça. C'est pour simplement que le vent n'enlève pas le filtre. Bon, d'accord. Ensuite, on pointe le soleil, c'est vraiment efficace, oui.
Ensuite, on pointe le soleil. De cette façon-là, il peut être dur à trouver, puisque le champ de vision de l'oculaire ici, il est réduit. Fait qu'on utilise le chercheur pour pointer le soleil. Ah, justement, c'est la fameuse lunette avec le filtre au millard. C'est encore une utilité. Moi, je m'en sers pour ça. Je le mets là. directement devant le chercheur, puis je cherche le soleil de cette façon-là. Ça, le chercheur, il a un très grand champ. Fait qu'il est facile à trouver. Fait qu'une fois centré dans le chercheur, il est centré sur le télescope. D'accord. OK. Bon, maintenant, quand on veut photographier, par exemple, avec le télescope, tu as apporté aussi ton appareil numérique, ton appareil photo numérique. C'est ça, un appareil photo numérique avec un oculaire qui est fait spécialement pour ce type d'appareil. Il se visse directement sur l'appareil photo. Puis l'autre partie de l'oculaire s'insère carrément dans le porte-oculaire du télescope. OK, juste... C'est très simple, c'est fait pour ça, fait que ça fonctionne très bien. OK, pour rappeler aux gens, est-ce que tu peux mentionner quel type d'appareil tu utilises? C'est une Nikon Coolpix 4005. Donc, c'est la même chose que Jacques Turcotte, fait que l'appareil, justement, est adapté facilement pour vos instruments d'observation. C'est un appareil conventionnel, pour prendre de la photo conventionnelle, mais nous autres, on l'utilise pour l'astronomie, puis ça fonctionne très bien pour l'astronomie. D'accord. Alors, on insère tout simplement l'oculaire dans son porte-oculaire. On le fixe. D'accord, fait qu'on voit que ça fait Okay, ça Puis va très bien. Puis on utilise, bien sûr, peu importe la photo qu'on fait, que ce soit la Lune, le Soleil, des objets du ciel profond, etc., on utilise un déclencheur souple. OK, d'accord. Qui évite la vibration. Il ne faut pas que la vibration se transmette au télescope. Oui, parce qu'on gâche une photo, là. C'est ça. C'est important d'utiliser un déclencheur souple comme ça. C'est ça. On fait notre mise au point. On peut, avec un appareil digital comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire notre mise au point directement sur le petit écran de l'appareil. Ah. C'est ça. C'est très pratique pour ça. Parce que contrairement à l'appareil analogue, c'est quand même assez difficile de faire la mise au point là, à certaines occasions. C'est ça. Ça prend des appareils de type réflexe. À ce moment-là, on peut faire la mise au point avec ça. Dans le numérique, tu as le petit écran qui peut... C'est ça. Une fois installé, la mise au point est faite, centrée, on prend des photos. On peut en prendre plusieurs avec des temps de pause différents. On n'a pas de pellicule, on ne dépense pas de pellicule, fait qu'on peut en prendre à volonté. Et voilà. Puis on conserve les meilleurs, tout simplement. Alors ici, bon, on peut voir un exemple de photographie là, que tu as prise avec ton appareil. Là. C'est ça. C'était sur l'éclipse du soleil de mai 94, je me souviens bien. C'est ça. C'est l'éclipse de mai 94. C'est à son maximum. À ce moment-là, la Lune était... le Soleil était caché par la Lune à peu près à 75 %. C'est la façon de prendre des photos. Si on pourrait aussi prendre, c'est le même système pour prendre des photos de la Lune. Donc, pour l'éclipse de Lune, c'est la même système chose, aussi? Sauf que bien sûr, on enlève le filtre solaire, puis le reste du procédé est pareil. Merci beaucoup, Claude, d'avoir participé à l'émission. Ça m'a fait plaisir. En exclusivité sur la côte de Beaupré, l'observation de l'éclipse lunaire. C'est gratuit, accessible à tous. Beaucoup d'astronomes amateurs seront présents sur place avec de nombreux instruments d'observation. Alors rendez-vous jeudi soir le 15 mai à 21h pour l'observation de l'éclipse lunaire. Vous vous rendez sur le stationnement en face de la basilique, soit du côté du fleuve Saint-Laurent. Rendez-vous à tous. Bonne observation.